Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Les relations des familles avec l'école sont devenues si complexes qu'elles engendrent incompréhension, déception des deux côtés des barrières qui séparent école et parents, et même que la confiance devrait être mise de part et d'autre. Est-ce que les différents acteurs devraient comprendre la dépendance des familles à l'égard de l'école est une réalité contraignante. Il existe une corrélation extrêmement forte entre l'échec scolaire ou la réussite à l'école et l'appartenance à une famille d'une telle catégorie ou d'une autre socio-professionnelle, entre la situation socio-économique des parents et la réussite ou l'échec d'un élève dans une classe. Il y a donc un lien. Même si l'on connaît des enfants d'ouvriers ou de chômeurs qui réussissent, il reste malheureusement des cas d'exception parce que la plupart du temps, ce sont ces enfants qui bénéficient d'un suivi familial qui obtiennent de meilleurs résultats dans les écoles. À partir de ce constat, l'école devrait tenir compte de la situation des familles si elle veut que tous les élèves y réussissent ou travaillent dans des conditions matérielles et culturelles favorables. La volonté de rencontrer les parents, de les tenir au courant des difficultés de leurs enfants devrait être une obligation pour l'école. Si cette obligation est réglementaire, sa réalisation est rendue très souvent difficile à cause de la variété et des variations des relations entre l'école et les différentes familles. Parfois aussi, les aînés ou les seconds de la fratrie dans une famille se substituent aux parents lorsque ces derniers se sentent démunis devant le langage de l'école ou devant les arcanes de l'orientation scolaire. Les tâches domestiques imposées aux filles constituent un lourd handicap pour leurs études, sans parler de la responsabilité dont elles sont chargées de garder les petits, aller à l'école les chercher et exécuter plusieurs petites tâches de la maison. Et donc, nous comprenons très bien que l'ambiance familiale a un rapport étroit avec l'école. Éducation, école, famille, que doit faire la famille pour que l'enseignant puisse être un meilleur relais dans l'éducation d'un enfant? François Bala, professeur d'histoire, géographie et d'éducation à la citoyenneté et à la morale, est notre invité de ce jour. Bienvenue, Monsieur Bala, dans ce studio d'ABK Radio. Merci, Sidonie. Merci d'être là. Vous nous faites donc le plaisir. L'année a bien démarré, l'année scolaire. L'année a bien démarré et c'est un réel plaisir pour moi de partager ce temps avec vous pour essayer de comprendre un peu les difficultés qu'il y a entre les familles et puis le monde de l'éducation. Tout à fait, c'est très important, d'où le choix de cette thématique. William Tchoualak assure la mise en onde de ce programme, Sidonie Ficat derrière ce micro de présentation. Dis-moi, il y a quoi de plus important que la famille? C'est l'oxygène d'un être humain, frangin. Léa! Quoi de plus important que la famille?
Aujourd'hui c'est devenu banal d'être un enfant de parents divorcés. Dans les foyers d'enfants y a des excès de lits superposés. Le mariage n'est plus le trône des sentiments, car on ne fait plus des familles mais des enfants par accident. Un avortement ne fait plus culpabiliser. Combien de filles de 17 ans sont déjà des femmes isolées? Ici on t'apprend à vivre au singulier, donc pour une futilité on se dispute l'immobilier. Je sais pas si t'as idée de ce qu'est aujourd'hui la vie de couple. C'est des luttes et des doutes et des outils et tu me dégoûtes. On court derrière les promesses des premiers rendez-vous, car la vie de couple ne se résume pas qu'à I love you. Tu sais, dis-toi que j'ai rien contre ces mecs, tant qu'ils te respectent et qu'ils te dirigent vers la Mecque. Petite sœur, qu'importe ton choix, je serai toujours avec toi. Je sais que ce mec est honnête, dis-toi que j'ai confiance en toi, petite sœur. Pas de plus important que la famille. Oh, je respirais, je me bats pour ma famille. Quoi de plus important que la famille? Grand frère, sache que je t'aime, j'ai toujours suivi tes conseils. Maman, tu as toujours été mon exemple. Mais aujourd'hui je suis une femme, alors faites confiance en mes choix. Grand frère, maman, dites-moi oui que je fonde ma famille dans ses bras. T'inquiète serait t'as mon soutien. Tu sais, un grand frère c'est fait pour ça, donner des coups de main, tu sais. Oui je sais, t'as toujours été là quand j'avais besoin de toi. Dis-toi que tout ce que tu me donnes, Dieu te le rendra. Dans une famille, faut se serrer les coudes. Pour sa famille, faut savoir recevoir les coups, n'ai aucun doute. Je n'ai jamais douté que vous étiez là pour moi. T'inquiète, la famille c'est ça, petite sœur. Quoi de plus important que la famille? Oh, je respirais, je me bats pour ma famille. Quoi de plus important que la famille? Pour la famille, 2 pour la famille, 3 pour mes potes, car y a que dans mon cœur, yeah. 1 pour ma famille, 2 pour ma famille, 3 pour mes potes, car y a que dans mon cœur, yeah. 1 pour ma famille, 2 pour ma famille, 3 pour mes potes, car y a que dans mon cœur, yeah. 1 pour ma famille, 2 pour ma famille, 3 pour mes potes, car y a que dans mon cœur, yeah. La famille c'est là, quand t'es au plus bas, que tu fasses le bon ou le mauvais choix. Merci donc de nous rejoindre sur ABK Radio. L'émission c'est Fina Family et aujourd'hui le thème qui nous intéresse, éducation, école, famille. Que doit faire la famille pour que l'enseignant puisse être un meilleur relais dans l'éducation de notre enfant? Et pour en parler, nous avons comme invité Monsieur François Bala, qui est donc enseignant d'histoire et géographie, éducation à la citoyenneté. Monsieur Bala, parlons le temps d'un battement de style de l'éducation à la citoyenneté. L'on se plaint de plus en plus de cette morale qui a foutu le camp. Conséquence, la jeunesse est davantage impliquée dans de multiples scandales. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a d'énormes changements. À voir comment les jeunes se comportent aujourd'hui, on sent qu'il y a un véritable fossé entre les valeurs qui étaient inculquées autrefois aux enfants depuis le bas âge, à la maternelle et autres. Beaucoup de choses ont changé. Déjà, vous n'avez qu'à voir au niveau des programmes scolaires. Nous avions autrefois des cours de morale qui étaient obligatoires. Ces cours ont quelque peu disparu et puis ça a laissé place à un peu de désordre au niveau des apprenants, des élèves qui, au regard de l'évolution du monde actuel, se laisse plutôt entraîner, n'est-ce pas, par ce que prônent les réseaux sociaux. Et face à cette situation, on se trouve, n'est-ce pas, bien évidemment confronté à des scandales, comme vous le dites. Donc, il y a lieu, n'est-ce pas, de procéder à un réel recadrage, une véritable éducation pour que ces jeunes, n'est-ce pas, reviennent sur les rails et puis trouvent leur meilleur chemin. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas attribuer cet échec à vous les enseignants? Parce qu'il vous appartient également, en tant qu'enseignant, de remettre les enfants sur les rails, de leur inculquer des valeurs
Et je crois que la morale a cédé la place aujourd'hui à ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Y a-t-il une différence entre la morale qu'on enseignait hier et l'éducation à la citoyenneté et à la morale qu'on enseigne aujourd'hui? Qu'on parle de morale ou qu'on parle de l'éducation à la citoyenneté, il s'agit d'inculquer tout simplement aux apprenants un ensemble de valeurs. Fondamentalement, rien n'a changé. Et la faute n'est malheureusement pas à attribuer aux enseignants parce que tout bon enseignant se considère d'abord comme parent. Et à partir de ce moment, tout ce qu'il a devant lui comme enfant, il suppose que ce sont ses enfants. Tout à fait. Voilà. Donc, il est inconcevable de trouver que des enseignants, au lieu d'inculquer ces valeurs, prônent plutôt une doctrine contraire. Et la cellule familiale aujourd'hui, puisqu'on en parle, est le socle de toute éducation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui le pensent ou pas? Je suis entièrement d'accord. Parce que, on le sait tous, hein, la famille, c'est la cellule de base de toute société. Tout s'y construit. Donc, si vous avez un bon enfant dans la société, c'est parce qu'il a reçu une bonne éducation au sein de sa famille. Donc, je suis entièrement d'accord pour dire que la famille est cette cellule de base fondamentale pour l'éducation de l'enfant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui cloche? Parce que tous les enfants, d'une manière générale, quel que soit le type de famille, appartiennent à une famille. Chaque enfant sort d'une famille, mais malheureusement, on enregistre toutes ces dérives et on se demande finalement, est-ce qu'un travail de fond n'est pas fait dans les familles pour qu'on en arrive là? La responsabilité pourrait se situer à quel niveau? Déjà, vous parlez de famille. Il faut déjà essayer de comprendre quel type de famille. Parce qu'il y en a plusieurs. Ah oui, on a plusieurs. Voilà, et en fonction de ce type de famille, il découle forcément des types d'éducation. Ah voilà. Oui. Donc, vous avez des familles qui sont bien structurées, qu'elles soient monoparentales ou pas, qui sont bien structurées, dans lesquelles les parents ont à cœur d'inculquer des valeurs à leurs enfants. Beaucoup de familles, malheureusement, compte tenu du contexte socio-économique, ont quelque peu abandonné cette mission. Beaucoup de parents, je dirais même, sont devenus aujourd'hui des déserteurs. Parce que des enfants, une fois qu'ils les ont inscrits à l'école, ils pensent que c'est aux enseignants que revient la lourde charge de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Et donc, il n'en est rien. Il n'en est rien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les parents? Les parents ont un très grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants. On l'a dit tantôt, c'est la cellule de base. C'est le point de départ de toute éducation. Bien Parce que les enseignants que nous sommes, lorsque nous accueillons des enfants, en principe, nous accueillons des enfants qui ont déjà commencé à recevoir une certaine éducation à la maison. Et en principe, nous, à l'école, nous ne faisons que continuer cette éducation qui a déjà commencé à la maison. Et ils sont très rares, ces parents qui s'adonnent à cet exercice. La preuve dans des écoles, et cela se ressent, bien évidemment, cela se ressent. Des enfants qui sont issus des familles, je dirais entre guillemets, équilibrées sur tous les points. Cela se ressent également sur les prestations scolaires. Cela se ressent, on n'a pas besoin de elles connaître sont qui sont bonnes, les prestations, ou elles sont mauvaises? Plus ou moins quand même, plus ou moins. Lorsque les parents s'impliquent dans l'éducation des enfants, cela se ressent dans la qualité de leurs résultats. Forcément, à tous les niveaux. Cela se ressent. Et en tant qu'enseignant, que remarquez-vous dans le comportement des enfants? Sur la base de l'attitude d'un apprenant, est-il possible pour vous d'établir un lien avec son environnement familial? Vous savez, un enseignant, c'est d'abord un psychologue. Oui. Vous pouvez tout de suite vous rendre compte aux premières heures de la matinée que l'apprenant qui est en face de vous n'a pas mangé, n'a pas pris son petit déjeuner. Ça se ressent. Vous êtes magicien, vous faites comment pour le savoir? À l'observation. Vous savez, vous avez l'habitude de les côtoyer au quotidien. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, les enseignants sont d'abord des parents. Et un bon parent, c'est observer. Donc, un enfant qui hier était plutôt joyeux et qui aujourd'hui est timide, cela se ressent tout de suite. Donc, au simple regard, on peut détecter des défaillances. Et en tant que psychologue, il est de notre devoir d'interpeller l'apprenant. Et le plus souvent, lorsqu'on le fait, on découvre pas mal de choses.
pas mal de choses négatives. Et justement, parlons justement, lorsque vous approchez les enfants et que vous découvrez ce type de choses, qu'est-ce qu'ils vous font souvent comme confidence? Est-ce qu'ils s'ouvrent à vous lorsque vous approchez d'eux, lorsque vous remarquez des comportements un peu de repli, ils ne sont pas très ouverts? Est-ce qu'ils s'ouvrent à vous et ils vous disent peut-être leur vécu familial qui pourrait avoir un lien avec leur humeur ou leur comportement à l'école? La plupart des enfants ont confiance en leurs enseignants. Ah oui. Absolument. Un peu plus que les parents? Un peu plus d'ailleurs. Pourquoi? Un peu plus. Pourquoi est-ce qu'ils font un peu plus confiance aux Peut-être enseignants qu'aux parents? les enseignants passent déjà plus de temps avec eux que les parents. Oui. Donc, ça tisse des liens. Des causeries se créent et puis des enfants s'ouvrent. Ils se livrent à nous. Et à travers des causeries, on peut être au courant un peu de la situation qui prévaut dans leur famille. Voilà. Et nous, le plus souvent, lorsqu'on fait face à ces situations, on a souvent recours à la convocation des parents pour essayer, n'est-ce pas, de recadrer les choses, de comprendre et puis aussi de les aider. Oui. Voilà, parce que le plus souvent, il y a pas mal d'ignorance. Voilà. Donc, vous avez en face de vous des parents qui ne sont même pas conscients de ce que le plus souvent, du oui. traumatisme par Oui. lequel passent Oui. leurs enfants. Et la plupart du temps, quels Oui. sont les problèmes qui reviennent sur la table? Quels sont les problèmes qui créent ces traumatismes chez les enfants? Certains parents ont du mal à gérer leurs problèmes de couple. Lorsque les enfants assistent à des scènes de bagarre, des scènes de ménage, mais cela a des répercussions sur leur comportement à l'école. Donc le plus souvent, lorsque nous invitons ces parents, c'est à l'école qu'ils se rendent compte des répercussions de leurs actes sur leurs enfants. Hein, beaucoup ne se rendent même pas souvent compte. Hein? C'est devant les enfants qu'on règle les comptes, c'est devant les enfants qu'on s'insulte, c'est devant les enfants qu'on bagarre. Et lorsque les enseignants prennent les responsabilités en main et qu'on se décide à les convoquer, ils sont stupéfaits tout simplement. Pour ceux qui viennent. Pour ceux qui viennent, pour ceux qui acceptent de venir. Et il y en a qui ne viennent pas. Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous gérez la situation? Parce que vous avez un apprenant qui est en face de vous, qui est en situation de détresse, qui a des résultats qui devraient suivre. Parce que lorsqu'il est à l'école, le souci de l'enseignant également, c'est qu'il obtienne de bons résultats. Vous convoquez son parent parce qu'il a un problème de famille. Lorsque le parent ne vient pas, comment est-ce qu'à l'école, on s'organise pour aider cet enfant qui en réalité est une victime? Voilà. Vous savez déjà, l'enseignant ne peut pas passer tout son temps à ne gérer qu'un seul cas. Oui. Et voilà pourquoi dans des établissements qui sont bien organisés, il y a une cellule d'orientation, un conseiller d'orientation spécialisé qui est chargé, n'est-ce pas, de prendre en charge ces enfants sur le plan émotionnel. Et donc, vous avez l'impression que ces enfants qui se rapprochent de vous pour vous faire donc des confidences, lorsqu'ils l'ont fait, est-ce qu'après les avoir suivis, les avoir observés, vous vous rendez compte qu'il y a des changements qui s'opèrent dans la qualité de leurs résultats? Tout passe par la conversation avec les parents. Ah oui. Parce que si tout se passe bien avec les parents, je pense que cela se ressent sur l'enfant. Lorsque les parents sont réticents, on a beaucoup de mal, mais on ne se fatigue pas. On continue à prodiguer des conseils, à recadrer, à relancer les parents. Et lorsque les choses se passent bien, cela se ressent forcément dans les résultats des enfants. Là, c'est pour ceux qui vous approchent et qui peuvent échanger avec vous. Oui. Mais il y en a par contre qui sont très introvertis. Ils n'ont Oui. pas le courage de s'ouvrir, mais ils souffrent de l'intérieur. Oui. Avec ce type d'enfants, quelle est la démarche que vous adoptez à l'école pour pouvoir les aider? Là, la présence des psychologues est très nécessaire. Hein. Oui. Parce que vous savez, les enfants ne sont pas pareils. Il y en a qui s'ouvrent facilement, il y en a qui sont introvertis, comme vous le dites. Avec des psychologues, on essaye de les comprendre, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas les abandonner. Il faut pas les abandonner. C'est vrai que beaucoup sont réticents, mais à force de forger, ils finissent par se lâcher, à dire quelque chose qui nous met sur la bonne piste et qui nous aide à trouver des solutions pour ces cas d'enfants. Personne n'est abandonné. Voilà. Et maintenant, pour des parents que vous invitez, pour des parents dont les enfants sont dans des situations en détresse, lorsque ces parents-là
vous approchent et ont besoin de votre aide, qu'est-ce que vous leur proposez? Vous leur donnez des conseils, vous leur apportez un accompagnement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est déjà bien que les enfants, je veux dire les parents, sollicitent l'aide des enseignants. Parce que c'est ce qui nous manque souvent à nous les enseignants. Il est primordial qu'il y ait une relation permanente entre les parents et les enseignants. Cela permet de déceler mutuellement un certain nombre de difficultés et puis de trouver facilement des solutions. Lorsque des parents s'amènent et nous demandent et nous sollicitent pour les aider, je pense que déjà c'est notre travail. C'est notre travail. Déjà qu'ils trouvent même que les enseignants, pour la plupart, sont déjà sur ce chantier-là. Parce que je vous l'ai dit, aucun enfant, lorsqu'on est enseignant, n'est lésé par rapport aux autres. Donc des fois, lorsque les parents s'amènent, ils trouvent qu'un travail est déjà fait. Et lorsqu'ils arrivent, ce n'est qu'un travail de continuité. Peut-être qu'ils peuvent nous donner plus de pistes pour mieux comprendre le comportement de l'enfant. Et puis à partir de ce moment-là, le mécanisme se met en place et puis on essaie de trouver des solutions idoines pour ces enfants-là. Et il y a des proches qui se plaignent souvent du fait que les enfants qui sont dans des situations difficiles en milieu scolaire voient moins les parents être présents auprès de leurs enseignants, alors que des enfants qui sont bien encadrés, qui sont même intelligents à la base, ont toujours des parents qui sont très proches de leurs enseignants pour assurer leur suivi. Comment est-ce que ça peut s'expliquer qu'un enfant qui soit en difficulté n'ait pas un parent qui s'intéresse à ce qui peut être fait dans son école, et qu'un enfant qui soit plutôt très bien intelligent ait par contre le parent qui est toujours auprès des enseignants? Cela remet sur la sellette le type de famille dont on en parlait tout à l'heure. Ces enfants qui sont bien, qui s'en sortent bien à l'école, sont généralement bien entourés. C'est un problème de quoi? De niveau scolaire des parents? C'est un problème... Pas forcément de niveau scolaire des parents. C'est un problème de quoi? De parents riches? Lorsque les parents ne sont pas attentifs au développement de leurs enfants, nous assistons à ce type de phénomène. On n'a pas besoin d'être riche. Il y a des enfants des pauvres qui sont premiers dans nos classes. De même qu'à l'opposé des enfants des riches qui sortent derniers de la classe. Je pense que tout réside au niveau du comportement que les parents ont envers leurs enfants. C'est-à-dire le contrôle qu'ils exercent sur leur progéniture. Vous avez des parents qui ne regardent jamais les cahiers de leurs enfants. Vous avez des parents qui ne s'intéressent jamais aux copies d'évaluation de leurs enfants. Vous avez même des parents qui ne viennent jamais chercher les bulletins de leurs enfants et qui nourrissent ces enfants chaque jour, qui leur donnent de l'argent de poche, avec qui ils font des magasins. Là, c'est très dangereux dans ce cas. Qu'on ait des moyens ou pas, forcément, cela aura des répercussions. Des répercussions très négatives sur l'enfant. Mais à l'opposé, lorsque l'enfant ressent en permanence la présence de son parent, il est contraint de travailler. Parce qu'il sait, déjà, il est important pour des parents d'être en contact avec tous les enseignants de leurs enfants. Il ne faudrait pas qu'ils pensent à autre chose, parce que parfois, lorsque des enseignants sollicitent des parents, ils se disent que c'est pour autre chose que d'assurer le suivi de leurs enfants. Ils ont l'impression que c'est davantage pour les anarquer que les enseignants voudraient se rapprocher d'eux. C'est une fausse idée qu'ils se font. Pas forcément. Je veux dire ceci. Lorsque un enfant sait que son parent est en contact permanent avec son enseignant, il s'aligne. Il est obligé de bien se comporter. Il est obligé de bien travailler. Parce que sinon, le parent à l'instant est au courant de ce qui ne va pas. Donc, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, chaque parent a l'obligation de suivre son enfant. Il est important de demander à l'enfant ce qu'il a fait à l'école. Oui, chaque jour. Chaque jour. Il ne faut pas se fatiguer de le faire. Qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être que l'enseignant était trop rapide. Et là, s'il y a ce contact, ce lien entre le parent et l'enseignant, vous voyez que
une petite communication et puis les choses reviennent dans l'ordre. Mais dans le cas des établissements secondaires, d'enseignement secondaire, comme vous êtes dans un établissement d'enseignement secondaire, on sait qu'il y a plusieurs enseignants. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il faudrait que le parent ait le numéro de téléphone de tous les enseignants qui passent dans la classe de son enfant, ou alors vous avez une autre proposition à faire à ce parent? Alors moi je connais un parent par exemple qui à chaque rentrée scolaire cherche à rencontrer tous les parents de ses enfants. Tous. C'est vrai que d'autres préfèrent chercher ceux dont les enfants ne comprennent pas la discipline, à juste titre, mais il est important, je dis encore, d'avoir ce contact permanent entre les enseignants et les parents. Très important. Et donc, pour ceux-là qui... je voulais dire quelque chose, Monsieur Mbala François. Si chaque parent s'engage à rencontrer chaque enseignant de son enfant, est-ce que vous ne serez pas débordé à un moment donné? Ça dépend déjà de la disponibilité du parent. Oui, bon, à supposer que tous les parents soient disponibles et qu'ils vous sollicitent dans le cadre de se rassurer du suivi de leurs enfants, de ce que leurs enfants font à l'école, de ce qu'ils comprennent ou pas, de leur comportement à l'école. Est-ce que vous vous sentirez pas saturé dans le même temps? En même temps, on se sentira heureux. Heureux parce qu'on a affaire à des parents qui veillent sur leurs enfants. Et puis, on sait déjà que ça va nous faciliter la tâche, au niveau du travail, parce que quand on ne voit pas les parents, déjà les enseignants, il leur arrive souvent de se plaindre. De temps en temps. Ils se plaignent de quoi? Du manque de suivi, parce que forcément on sent que quelque chose ne va pas. Si vous avez devant vous un enfant qui ne s'en sort pas et dont le parent ne se plaint pas, vous avez un enfant qui est par exemple le dernier de la classe et vous êtes surpris que parfois même après convocation, le parent ne vient pas, vous posez des questions. Et cela amène les enseignants à se plaindre forcément. Mais lorsqu'il y a ce lien, je continue à le dire, cela facilite le travail. Ça met la pression aux enfants, ça met également la pression à l'enseignant. Absolument. Oui. Également à l'enseignant aussi. Oui, parce qu'il sait que voilà, j'ai affaire à un enfant dont le parent est très regardant. Tout à fait. Et alors, c'est à moi de faire très attention. Oui. Sinon, vous avez des parents également à qui il arrive de souvent faire des remontrances aux parents. Aux enseignants. Je vais dire aux enseignants. Oui. Donc, à ce moment-là, justement, il y a cette pression qui est permanente, et sur les enseignants, et sur les apprenants, et sur les parents eux-mêmes. Vous écoutez Fina Family sur les antennes d'ABK Radio. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles monoparentales et recomposées est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Fika. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Monsieur Bala, nous revenons donc avec vous dans ce studio pour poursuivre cette émission Fina Family qui a pour thème du jour école, éducation, école, famille. Que doit faire la famille pour que l'enseignant puisse être un meilleur relais dans l'éducation de l'enfant? Monsieur François Bala, vous êtes enseignant d'histoire, géographie, éducation à la morale et à la citoyenneté. C'est vrai que j'ai inversé. À la citoyenneté et à la morale. Oui. Ouais. Ça change quelque chose lorsqu'on inverse? Il y a un changement ou bien c'est juste... C'est bon de garder le bon alignement parce que il faut déjà être citoyen et puis avoir de bons comportements dans la société. Donc c'est mieux que cela s'aligne. Et quand on parle d'être citoyen, il faut également avoir des prérequis depuis la maison. C'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait être les prérequis d'un enfant qui aspire à une meilleure réussite, à être disposé à recevoir les enseignements à l'école? Quels sont les prérequis dont doivent être dotés un enfant? Les prérequis, c'est déjà être dans une famille où on est attentif à un certain nombre de choses.
être dans une famille où on prône un certain nombre de valeurs. Parce que vous savez, dans la famille, c'est là que l'exemple se vit le mieux. Si vous avez un enfant qui est honnête, il faut qu'il vive cette honnêteté dans la famille. Donc, ce sont des prérequis qu'il faut absolument pour que le citoyen, le jeune citoyen s'épanouisse. Le respect également. Voilà, le respect, l'amour pour le travail. Oui. Voilà. Il faut Parlons que toutes ces de valeurs... l'amour pour le travail. Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que nos jeunes enfants sont préparés à être de grands travailleurs, à travailler vraiment, à être persévérants, ou ils sont beaucoup plus portés vers la facilité? C'est vrai que la tendance générale est orientée vers la facilité. Et comment est-ce que ça se matérialise dans les salles de classe? Dans les salles de classe, c'est assez simple. Vous avez par exemple des enfants qui semblent ne pas s'intéresser à ce que dit l'enseignant, des enfants qui ont l'esprit ailleurs, des enfants qui sont plus intéressés par l'utilisation, la manipulation des gadgets qui sont d'ailleurs interdits en milieu scolaire. Ah oui. Et voilà. Lorsque il vous arrive même de jeter un coup d'œil dans leur cartable, vous vous rendez compte qu'il y a tout sauf des livres et des cahiers. Vous allez voir des documentations qui font miroiter l'avenir à l'extérieur, des voyages et autres. La preuve qu'ils ont l'esprit ailleurs. Et la faute, c'est à qui? C'est aux parents qui mettent à la disposition de leurs enfants ce type de gadget, ou alors c'est aux enfants qui ne sont pas, qui font fi de ce que leurs parents leur enseignent, leur transmettent comme valeur pour se laisser entraîner par leurs camarades. On n'interdira jamais à un parent d'offrir un gadget à son enfant, mais on demandera toujours à un parent de veiller à la bonne utilisation de ces outils qu'ils mettent à la disposition des parents. C'est très important. Donc, c'est nécessaire les gadgets? Par Parce qu'il y en moment, a, il y en a qui Oui. pensent que c'est Oui. pas nécessaire. Oui. Les enfants n'en ont pas besoin parce que ce sont des objets de distraction. Du moins, ça dépend des types d'enfants. Il y en a qui s'en sortent mieux. Il y en a qui se perdent complètement. Donc, ça dépend des types d'enfants. Des gadgets, certains en ont besoin pour davantage s'éveiller. D'autres, par contre, à l'opposé, s'oublient et puis perdent le fil. Voilà. Donc, les gadgets, on ne va jamais interdire, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Si les parents prennent sur eux de contrôler, de veiller, de s'assurer qu'il y a un temps entre la distraction et puis les études, je pense que le reste suivra, il n'y aura pas de problème. Certains parents, Monsieur François Bala, s'en prennent aujourd'hui de façon ouverte et parfois devant leurs enfants, aux enseignants. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont simplement hyper protecteurs ou alors qu'ils transmettent sans le savoir des contre-valeurs à leurs enfants? Ils s'en prennent aux parents. Ah oui, devant les enfants. Des parents qui s'en prennent. Des parents qui s'en prennent aux enseignants, devant les enfants. Même dans des commentaires à la maison, le fait peut-être de dire vraiment ton enseignant, là, est-ce qu'il est fou, il réfléchit, qu'est-ce qui ne va pas chez lui, pourquoi il fait ci, pourquoi il demande ça, je vais arriver là-bas demain, il va me sentir et tout. Est-ce que c'est pas ça en fait qui fait aujourd'hui que les enfants ont du mal à intégrer ce que peut leur dire les enseignants? Aujourd'hui, on parle d'éducation. Et moi qui suis un enseignant qui enseigne la morale, je dois vous dire aujourd'hui que des parents qui s'exercent à ce type d'activité, il y en a. Ah oui. Ils sont ignorants. On devrait également penser à leur éducation. Eux aussi devraient retourner Ce n'est sur pas les parce bancs. qu'on est parent, ce n'est pas parce qu'on a eu la chance d'avoir des enfants qu'on est forcément intègre sur le plan moral. Non. Vous avez des parents aujourd'hui, il faut le dire, certains, pas tous, Ah oui. qui manquent sérieusement d'éducation. Sérieusement. Et juger un guide, parce qu'un enseignant est un guide, juger un guide devant son enfant, c'est le pire exemple qu'un parent puisse montrer à son enfant. Et cela a forcément des répercussions, comme vous le dites, parce que cela entraîne
le manque de respect, l'enfant qui n'a forcément plus confiance en son enseignant, qui a plus confiance à son parent, alors qu'à la base, parce qu'il ne comprend peut-être pas ce qui se passe, mais c'est aux parents de revoir son comportement. Ils sont nombreux, je le dis, qui manquent sérieusement d'éducation. Et là, c'est plutôt un obstacle pour l'éducation, pour l'avenir de leur progéniture. C'est un sérieux obstacle. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent sur les bancs. Qu'est-ce qu'on fait pour rattraper ce manque d'éducation des parents? Parce qu'il faudrait quand même que les enfants reçoivent la bonne éducation. On apprend tous les jours. Les enseignants n'ont pas, justement, ne bénéficient pas de la confiance des enfants parce que, justement, il y a un travail qui est fait par les parents pour saquer un peu l'image de l'enseignant. Et comment est-ce qu'on fait donc pour rattraper, en fait, cet enfant qui est en réalité une victime de son parent? Alors là, c'est un cas d'égarement en famille. Parce que tout à l'heure, on parlait des familles qui inculquent des valeurs. Voilà. Là, c'est un exemple de contre-valeur. Et vous savez, puisque tout s'enseigne en famille, si vous avez un parent qui dépeint les enseignants, ben, il est clair que c'est cette image que l'enfant gardera de l'enseignant. Forcément. Si vous avez des familles qui enseignent le respect des aînés, le respect des parents, le respect des enseignants et même le respect des personnes même qu'on ne connaît pas, qu'on côtoie au quotidien, on n'assistera pas à ce genre de scène. Donc, ce sont ces contre-valeurs qui malheureusement sont prônées par certains parents qui ont des répercussions malheureusement sur les enfants. Et lorsqu'on se trouve face à ce genre de situation, nous, à notre niveau, on essaye de montrer le bon chemin aux enfants. Et de aux montrer parents? Le bon chemin. Même si on ne peut pas forcément atteindre les parents, on essaye à notre niveau de ramener l'enfant. On essaye même de lui faire comprendre que ce que lui dit son parent n'est pas bien. Oui. Est-ce que c'est facile alors pour un enfant de se laisser entraîner par ce que va lui dire son enseignant? Parce que pour lui, son parent est un tout petit peu comme un dieu sur terre. Il a en face son parent qui lui propose un type de comportement et de l'autre côté, son enseignant qui lui transmet un autre type de valeur. Comment est-ce qu'il fait au milieu de ces deux-là? Je pense qu'il finit lui-même par découvrir le bon chemin. Parce que lorsque vous avez des enseignants, vous avez votre seul parent, vous avez plusieurs enseignants qui vous tiennent un discours identique, vous avez même des enfants issus de bonnes familles, qui ont une bonne éducation, qui vous prodiguent des conseils. Je pense qu'au final, vous finissez par vous rendre compte que ce que disent les parents ou ce que dit votre parent n'est forcément pas la solution. Lorsque des enfants atteignent un certain âge, il leur arrive de faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Quel que soit l'amour, le degré de considération qu'ils ont pour leurs parents, ils finissent quand même par se rendre compte que ce que dit l'enseignant est fondamental, c'est essentiel. Les enseignants aujourd'hui, Monsieur François Balin, sont accusés de ne pas être à la hauteur de la qualité de la formation qu'ils transmettent à la jeunesse aujourd'hui. C'est une accusation qui tient la route? Je dis c'est une accusation, c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, mais en général, un bon enseignant, conscient, qui a été bien formé, qui a l'amour du travail, qui s'adonne à son travail, donne le meilleur de lui-même. Absolument. Ces accusations proviennent souvent de certaines familles. Lorsque le résultat ne suit pas, on a l'impression que c'est l'enseignant qui est fautif. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous avez devant vous une trentaine, une quarantaine d'apprenants à qui vous enseignez les mêmes choses. Vous avez sur 40 enfants une trentaine qui s'en sort, qui réussit, une petite poignée qui ne s'en sort pas. Et pour cette petite poignée, vous avez des parents qui tirent sur les enseignants. En fait que l'enseignant est le bouc émissaire. L'enseignant, malheureusement, devient le bouc émissaire. C'est lui qu'on doit sacrifier. Voilà, absolument. Pour justifier, en fait, absolument. son incompétence en tant que parent. Pour justifier déjà les manquements, les nombreux manquements en tant que parent.
Monsieur Bala, le type de famille aujourd'hui, est-ce qu'elle influence l'éducation d'un enfant? On a des familles modestes. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que le type de famille n'a rien à voir avec la qualité de la réussite d'un enfant, mais on comprend quand même que si un parent n'est pas capable aujourd'hui de donner à son enfant l'argent de baigner tous les jours, de payer sa scolarité normalement, de lui donner les ouvrages dont il a besoin pour être aguerri sur le plan scolaire, il va de soi que les résultats ne pourront pas suivre forcément. On se leurre lorsqu'on le pense ou alors le contraire est possible. C'est vrai que les situations, surtout économiques, dans lesquelles se retrouvent bon nombre de familles, justifient à juste titre tous ces manquements. Mais je dis de manière générale, lorsqu'on est issu d'une famille, quel que soit le type, que cette famille soit modeste, que cette famille ait des moyens à profusion, je pense que la clé du succès des enfants demeure le contrôle, la supervision que les parents ont sur le travail de leurs enfants. Cela ne concerne pas forcément le fait d'avoir beaucoup d'argent ou pas. Aujourd'hui, il y a des familles modestes qui se débrouillent tant bien que mal. Vous avez 5 livres qui sont inscrits au programme. Ils peuvent se débrouiller à n'en avoir qu'un seul. Et puis l'enfant aussi, s'il est conscient, il se rapproche de ses camarades pour faire des devoirs avant de rentrer. Il s'en sort également. Ça n'a rien à voir avec les moyens. Lorsqu'un enfant est conscient, lorsqu'il a l'amour du travail, il s'en sort, quel que soit le type de famille. Donc, tout réside sur la conscience du parent, la conscience et le suivi, conscience de l'enfant également, et le suivi des parents. Oui. Aujourd'hui, monsieur François Bala, les enfants, on va revenir là-dessus, les enfants court à la perte, hein. C'est une réalité. Au niveau de l'éducation à la citoyenneté, on se rend bien compte que, en fait, on a l'impression qu'il y a des insuffisances parce que ces cours-là sont dispensés au quotidien, mais on n'a pas l'impression que cela a un impact réel sur le comportement qu'affichent nos enfants, tant au sein même des milieux scolaires, dans la route, dans la société, qu'en famille. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter ou alors comment est-ce qu'on devrait enseigner ces cours d'éducation à la citoyenneté, à la morale, pour permettre aux enfants, à la société camerounaise, de pouvoir avoir une jeunesse qui est intègre, une jeunesse qui est consciente, une jeunesse qui a des valeurs. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me suis retrouvé il n'y a pas longtemps avec un libraire. Et lorsqu'il me parlait des livres, parce que j'étais allé chercher moi-même les livres de mes enfants. Lorsque je lui ai posé la question de savoir ce que je pouvais trouver à juste prix, à bon prix, il m'a dit, voilà, tu peux d'abord mettre de côté le livre d'éducation à la morale, c'est pas très important. Tu peux commencer par les mathématiques. Et de nombreux parents le pensent également. Et puis je me suis dit, mais c'est dangereux, c'est scandaleux. Oui, bien sûr. C'est scandaleux parce qu'aujourd'hui, de manière générale, à la rentrée, vous avez des parents qui vous disent, bon écoute, les livres essentiels, français, mathématiques, physique, et puis c'est bon. Le reste, tu peux te débrouiller. Moi, je dis, et je dis à ce libraire, je le dis encore aux parents qui m'écoutent, le premier manuel qui doit être acheté, c'est le manuel d'éducation à la citoyenneté. Est-ce que c'est pas parce que c'est la matière que vous enseignez que vous... oui, c'est la manière que... Peut-être on pourrait le penser également. C'est parce que c'est la matière que vous enseignez que, en fait, vous faites la promotion de ce livre parce que c'est ce que vous enseignez aux élèves. Non seulement c'est la matière que j'enseigne, mais le regard que je jette sur la société m'oblige parce que je fais moi-même le même constat. Il y a beaucoup de dérives. La morale a foutu le camp. Alors, moi je dis, pour limiter un tant soit peu toutes ces dérives qu'on observe auprès de nos apprenants, il est indispensable pour les parents déjà de mettre l'accent sur ce manuel que je dis fondamental.
que l'on soit, pour ceux qui sont au secondaire, que l'on soit littéraire, que l'on soit scientifique, la base, ce sont ces valeurs que l'on doit avoir. Et ces valeurs, on les retrouve dans ces manuels d'éducation à la citoyenneté. Chaque enfant, aujourd'hui, quel que soit le niveau, doit d'abord et prioritairement avoir son livre d'éducation à la citoyenneté et à la morale. À partir de ce moment-là, vous allez voir que les autres enseignants n'éprouveront pas beaucoup de difficultés à s'en sortir. Parce que la base y est. La base y est. Et si les parents également mettent l'accent dessus, les enseignants mettent l'accent dessus, je pense que cela va attirer l'attention des apprenants et les remettre sur les rails. Quand les parents déjà en premier dénigrent la matière, dénigrent le manuel, forcément, l'enfant n'aura aucun intérêt à s'intéresser aux problèmes de morale, aux problèmes de citoyenneté. Donc ça devrait être un livre de chevet. Les parents pourraient même s'en inspirer. Absolument. Pourraient également le lire. Absolument. Pourraient également le lire. Ça pourrait également limiter ces dérives qu'on relevait tout à l'heure même auprès des parents. Parce que c'est des livres qui s'accompagnent d'images. Oui. Des images qui parlent. Oui. Qui illustrent. Voilà. Et les faits de société. Oui. C'est des images, ce sont des livres clairs. La lutte contre la consommation des stupéfiants. Oui, on en parle. C'est là. La lutte contre la prostitution. C'est là. Le respect des institutions de la République. C'est là. Là, vous avez des citoyens. Le respect de son vis-à-vis. Le respect de son vis-à-vis. Le respect de son enseignant. Oui. Le respect de son camarade. Le respect, en général, de ce qu'on pourrait appeler les aînés. C'est ce qu'on apprend dans les livres d'éducation à la citoyenneté. La tolérance, le vivre ensemble. Oui. Alors, je pense que l'on soit scientifique, que l'on soit littéraire, on a besoin... Qu'on soit parent ou élève. Qu'on soit parent ou élève. On a besoin de ce document. C'est un document de base pour toute éducation. Monsieur François Bala, le temps est court. Sans doute, vous ne savez pas que nous sommes parvenus au terme de ce programme. Le temps court. Éducation, école, famille, que doit faire la famille pour que l'enseignant puisse être un meilleur relais dans l'éducation de l'enfant? Ce que j'ai à retenir et qui est essentiel pour moi, c'est que chacun des parents ou des enfants devrait se doter de son livre, son manuel, son ouvrage sur l'éducation à la citoyenneté et à la morale. Et c'est lorsque vous l'expliquez comme ça que je me rends bien compte que ce que vous dites est très pertinent. C'est très pertinent, c'est très vrai en plus. Monsieur Bala, je ne m'en étais jamais rendu compte et je fais partie des parents qui pensaient que le livre d'éducation faisait partie des ouvrages qu'on devrait reléguer vraiment au dernier plan, même pas au second plan, au dernier plan. Au dernier plan. Oui. Ouais. Merci d'être venu chez nous à ABK Radio, Monsieur François Bala. C'est moi qui vous remercie et j'espère que les parents ont pris note de tous ces conseils. Il est indispensable d'éveiller à l'éducation des enfants. Et tout part de la cellule familiale. Et tout part de la cellule familiale. Toutes les valeurs s'enseignent en famille. Et lorsque cela est fait en famille, vous avez parlé de relais. L'enseignant devient ce meilleur relais-là pour l'éducation de leurs enfants. Merci encore William Tchalak qui a assuré la mise en onde de ce programme. Fina Family était sur les ondes 89.9. C'est la fréquence utile et agréable. La radio, c'est ABK Radio. Derrière ce micro de présentation, Sidonie Ficac. Je vous remercie d'avoir été encore à l'écoute ce jour. Prochain rendez-vous très bientôt.